Alors nous voici arrivés au dernier épisode sur l'ouvrage que tu as écrit et malgré le fait que tu aies fait une partie sur l'ego, le loup noir, le jardinier, le sage, tu avais encore des choses à dire. Et je peux confirmer pour l'avoir lu que ce ne sont pas des redites, c'est encore des choses que tu vas apporter. Alors comment tu t'y as pris? Pourquoi cette partie-là? Pourquoi tu l'as? Et je me suis limité. C'est-à-dire que ça aurait pu continuer, etc. Et à un moment donné, j'ai dit c'est bon. Le lecteur comprendra le message et comprendra la façon de penser ou de fonctionner. En fait, je me suis aperçu que sur l'immense majorité des sujets qui nous concernent en tant qu'humains, eh bien, c'est notre regard qui décide de qu'est-ce que c'est que ce sujet-là et qu'est-ce qu'on en fait et comment on articule le monde. Si on prend manger, par exemple, bah pour le jardinier, pour le loup noir, manger, ça veut dire produire, machin, etc. Éventuellement même satisfaire des besoins, des désirs, etc. Pour le jardinier, c'est infiniment plus complexe dans le sens de respecter le vivant et les équilibres de l'eau, du soleil, de la terre, etc. Et pour le sage, on bascule dans une autre réalité. Et qu'en fait, chaque sujet, selon qui le regarde en nous, eh bien, est pas vécu de la même manière. D'où l'intérêt d'avoir cette vision un peu horizontale, prendre un sujet thématique et puis de regarder comment ça se transposait pour chacun des stades. Et j'ai déjà entendu des sages ou des maîtres des conférences prendre un sujet comme le sexe ou l'argent ou le travail, etc. et parler de différentes façons de leur vision, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et j'ai voulu un peu aller sur des sujets un petit peu différents pour aborder non pas ma pensée, mais comment voit ce sujet-là le loup noir et comment voit ce sujet-là le jardinier et le sage. Voilà. Et en commençant d'abord par les processus d'identification, c'est-à-dire qui je suis, qui tu es, et comment chacun se détermine, parce qu'en fait l'identité, qui je suis, c'est lié à quoi? Qui décide de qui je suis? C'est la question, une des questions fondamentales. Et donc si je suis un loup noir, un jardinier, un sage, et ben j'ai pas du tout la même vision, la même version de ce que je suis, et ce que je vois dans le miroir n'est absolument pas du tout la même chose. Et ce qui fait qu'on peut prendre le même sujet et on va avoir des manières de vivre ce sujet, quotidien, spiritualité. Et donc du coup aussi avoir des problèmes à se comprendre, les uns les autres, à se reconnaître, à voir comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on peut accepter de l'autre. Là je prends justement la spiritualité. Pour le noir, je prie donc je suis. Pour moi, je le mets comme étant un peu bon, c'est une petite provocation, mais je vais à l'église, à la mosquée, à l'ashram, etc. Voilà. Donc j'existe. C'est mon essence spirituelle. À travers ça, pour le jardinier, je trouve le maître et Dieu en moi-même, donc je suis. C'est-à-dire que je vais du coup, au lieu d'aller voir un maître extérieur, un Dieu extérieur, etc., je le retrouve à l'intérieur de moi-même et je me construis grâce à ça et à travers ça. Et pour le sage, tout est esprit, tout est conscience, tout est inspire et souffle divin, ainsi je vis. C'est-à-dire qu'il universalise sa conscience et sa réalité, et il se vit dans un monde de flux incroyables, certains inconnaissables, d'autres qu'il a trouvé. On n'est plus du tout dans la prière, et l'existence à travers la prière, ou à travers tel psaume, tel verset, etc., et tel ordre divin, plus ou moins. Chaque item est comme ça. C'est ça. Et sur chaque item, tu le développes de cette manière-là. Donc, en reprenant le titre, en reprenant 3 fois de manière différente. Et donc, tu as la propriété, fonction sociale, les croyances, les émotions, l'héritage, et ça, tout ce qui entre guillemets façonne notre identité, ou en tout cas la capacité à se regarder, à se définir au regard des autres. Et en fait, qui est complètement subjective au bout du compte. Quel est le poste d'observation? Qui tient les jumelles? Et qu'est-ce que je regarde de moi? Et en fait, c'est des thèmes qui sont universels. Et du loup noir jusqu'au sage, c'est des choses qu'on va retrouver, pratiquer, tout ça. Donc, après, ceci dit, on pourrait creuser encore. Il y a d'autres fonctions, et dans des sociétés émergentes ou autres, c'est pas les mêmes facteurs qui sont identitaires que dans notre monde à nous. Mais je me suis quand même basé sur notre monde occidental.
Alors il y a une partie du livre qui m'a bien touché dans le système d'identification sur le thème universel des émotions et dans la partie du sage, de comment le sage vit les émotions. Et je sais plus à quel moment dans la journée on a parlé de mettre de la couleur. Voilà, on a abordé ça au moins une fois. Et là, dans cette partie-là, j'ai ressenti comme si tu étais en train de faire de la peinture et de dépeindre un espèce de paysage. Et il y a que un mot qui se réfère à l'univers artistique, mais les phrases là, je vais les lire et c'est vraiment que j'invite les gens qui regardent la vidéo à les écouter, à les accueillir comme si c'était une peinture qui était décrite. Alors le sage devient une caisse de résonance immense, comme s'il était une toile sensible tendue entre les mondes, réceptive aux aléas de ses chemins, comme des chemins individuels ou collectifs qu'il croise et rencontre. C'est comme si c'était la couleur qui arrivait dans l'œil ou qui était posée par le pinceau sur le tableau. Alors c'est moi qui le rajoute. Il devient une parabole délicate pour les nombreux échos de la vie sur Terre, mais aussi hors Terre, et apprend à redistribuer ce qui est possible, ce qui est juste, ce qui est demandé pour tous ceux qui en ont besoin et qui sont dans la capacité de l'entendre ou de le recevoir. Et un peu plus loin, le sage sait être le chant et la danse, la brise et l'alouette, l'herbe printanière et le repos de l'hiver, la corde du violoncelle et le tambour de la terre. Il danse tout autant en ses terriers qu'en ses lacs souverains ou en ses volcans de feu. Il s'élève en toute situation, au-delà du visible et de l'imaginaire pour toucher les grâces et les douces fragrances de l'éternel. Je trouve ça j'ai l'impression de voir un tableau vivant, que la vie est un tableau avec les mots que tu décris. Et dans lesquels il vibre, il est en résonance, il est en interaction, etc., etc. Il est une œuvre d'art, quoi. Oui, c'est ça. Et quand on monte dans notre sage, quand moi je monte dans mon sage, tout prend sens. Et tout devient une sorte d'articulation perpétuelle de l'énergie et de circulation des effluves intérieurs. Ouais. C'est la magie perpétuelle. C'est la magie perpétuelle. Enfin, par rapport au monde d'enfermement et de division, de séparation dans lequel on est, juste basculer à cet état-là, tout devient hyper articulé. Tout comme une plaque photo où la lumière va venir s'imprimer, enfin un processus naturel au niveau du sage. Il est la plaque photographique. Toi, tu te dis la toile sensible qui sert entre les mondes et qui sert de caisse de résonance. Il a une caisse de résonance. Il accueille tout et ne rejette rien et sait se faire ainsi l'écho de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'a plus besoin, il a plus les peurs. Donc il a plus besoin de se protéger dans ses citadelles et il n'a plus ses ambitions, ses aspirations, donc du coup de déformer le réel. Tout est ok. Ouais. Et il prend tout. Ouais, c'est ça. Alors il y a d'autres regards que tu abordes de manière un peu transversale. Et puis j'ai envie d'un peu sélectionner, te challenger un petit peu. C'est quoi le grain de sable pour le sage? Qu'est-ce qu'il a encore comme problème? Je me rappelle plus ce que tu as écrit. C'est lui-même. C'est lui-même, ouais. C'est juste lui-même. Ouais. En fait, c'est ces parties qui revendiquent encore de l'existence, qui en revendiquent encore une séparation avec la source, qui revendiquent encore de pouvoir profiter des prérogatives de l'égoïsme ou de la séparation. Parce qu'en fait, il faut pas nier que être séparé de la source, c'est du coup de dire à tout le monde, je vous emmerde. Et Dieu, je t'emmerde, et le divin, et la terre, etc. Et donc, c'est un pouvoir de dingue. Il y en a plein qui adorent ça. Ouais. Comme un ado qui quitte la maison. Un enfant qui dit non. Tu vas te coucher? Non. Tu restes debout? Non. Tu chantes? Non. Ça. Tu manges? Non. Tu bois? Non. Tu fais tout et non. On adore dire non. Et donc, il y a un plaisir incroyable à faire ça. Et ça, c'est sans doute un de ces grands défis au sage. C'est de regarder toute cette partie-là qui peut à tout moment ressurgir. Son grain de sable, si on veut, dans sa mécanique. S'il en reste. Et donc, c'est quand il est maître qu'il n'y en a plus. Ouais. On va dire. Ouais, d'accord. Même si, oui, c'est ça. Il y a un stade. Il y a un stade encore ultime. La compétition dans la vie du sage, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'il en reste? Même chose. Il n'y a plus. Compétition avec lui-même. Avec lui-même. Mais c'est tout. C'est son seul challenger. Parce que la compétition avec qui, tout ça, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun intérêt. Être le premier, être le meilleur, le plus rapide, etc., c'est complètement tellement dérisoire dans sa vision de l'interaction du monde.
mais du coup, lui-même se challenger, et lui-même regarder ce qu'il est et comment il fonctionne. Alors, et donc on arrive, c'est la dernière partie, parce que la conclusion, elle est très très courte, hein. En fait, tu expliques tout, tu prends le temps de tout expliquer. Donc la conclusion, c'est les gens qui vont. Il y a eu déjà beaucoup de d'éléments. Ça aurait été redondant de faire une conclusion de l'ensemble de tout ce qui a été dit. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait une conclusion du dernier chapitre de cette histoire de question de regard en disant, peut-être je devance ta question. Non, vas-y, si t'es parti. En disant qu'en fait c'est notre regard qui définit le monde et c'est en fait notre regard qui construit notre réalité. C'est-à-dire si on voit le monde comme une chienlit et comme un dépotoir, eh ben on va voir que de la merde tout autour de soi. Si on voit le monde comme un jardin d'Éden et quelque chose de gigantesquement beau, etc., eh ben on va voir ça autour de soi et on va le construire. Et c'est valable pour la moindre relation humaine, la moindre émotion. Le regard détermine et façonne le monde et façonne la réalité. Et on est incroyablement responsable en fait de ce qu'on fait de notre matière, de nous, de son corps, de ses émotions, de soi. Complètement. Et ça me rappelle, on a commencé la journée avec la parabole du loup noir et du loup blanc. On peut finir cette journée avec les petits oisillons sortis du nid là. Et la parabole des voyageurs. Oui. À savoir, tu veux la raconter? Ouais, je suis allé la rechercher, on en avait parlé la dernière fois. Donc c'est un voyageur qui arrive, qui voyage dans le monde et puis il arrive à une nouvelle ville et puis dès qu'il arrive à l'entrée de la ville, il demande à un de ses habitants comment sont les gens ici. Et l'habitant lui dit comment est-ce qu'étaient les habitants de la dernière ville où vous êtes placés. Ils étaient horribles, ils m'ont pas bien accueilli, etc. Et l'habitant qui répond ici ils sont pareils. Et puis un autre jour, il y a un autre voyageur qui arrive et puis qui pose la même question à l'habitant, comment sont les habitants de cette ville, et il lui répond de la même manière, comment étaient les habitants de la ville, la dernière ville où vous êtes allé. Et ils étaient super, j'étais super bien accueilli, je me suis fait plein d'amis et tout ça. Puis l'habitant lui répond, ici les habitants sont comme ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est infiniment créateur. Et c'est la même chose quand on rencontre quelqu'un sur un trottoir, la façon dont on s'adresse à un mendiant, la façon dont on s'adresse à quelqu'un qui tient une caisse de supermarché ou à quelqu'un de notre famille qui vient nous visiter, etc. On crée les mondes inconsciemment ou consciemment qu'on veut, dans lesquels on va rentrer en fait au bout du compte. Et donc du coup, moi quand j'ai découvert en l'écrivant, c'est comme si ça s'était condensé peu à peu. J'avais une espèce d'idée un peu balbutiante de ça, mais en l'écrivant c'est devenu infiniment clair que je suis responsable de mon monde et de mon univers et que c'est moi qui le crée en permanence. Le monde nous envoie des choses terribles dans les nouvelles, dans les informations, dans les défis, dans les épreuves, etc. Il faut vivre, manger, etc., aimer et tout, mais la façon dont j'y réponds détermine tellement tout ce que je vais y cueillir et tout ce qui me sera proposé. Et donc tu développes ça sous la forme des différents types de gouvernance des peuples sur la Terre. Et on peut peut-être donner quelques exemples. Là, c'est un sujet qui est hyper à la fois délicat et fort parce que la gouvernance, la politique, c'est un sujet. Je suis très 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 prudent avec ça et presque très frileux tellement ça engage des choses, et tellement il y a des combats, et tellement on meurt pour ça, et tellement de révolutions, de révolutionnaires et de dictateurs et ça. Mais ceci dit, j'ai quand même voulu y aller pour assumer ma responsabilité de poseur de quelque chose, de pierre, et en disant que, selon qu'on est justement encore une fois dans les loups noirs, dans les jardiniers et dans les sages, on pose des types de gouvernance, on pose des types de respect ou pas des autres, de concertation ou pas, qui définissent après nos sociétés modernes, anciennes. On a eu de tout. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe et que tout est faisable. On peut travailler à l'échelle des communautés, des villages, des régions ou des nations, mais d'une manière intelligente ou pas. Et on manque, et je trouve infiniment qu'on manque de jardiniers à la tête de nos nations. Alors les sages, j'ai cherché une nation qui est aujourd'hui présidée, arbitrée par un sage.
je n'en ai pas trouvé. Ouais. À part, évidemment, quelques peuples premiers, des tribus, des clans qui vivent un peu partout sur la planète, c'est pas le problème. Mais à l'échelle des nations, ça n'existe pas. Et même des jardiniers, il y en a peu. Il y en a qui ont des idées de jardiniers, qui essayent de bien faire, etc., etc. Mais il y a tellement de loups, tellement de compétitions, etc., etc., que c'est souvent les loups qui gagnent. Et que du coup, on manque infiniment de sagesse. Et que le jour où les nations éliront des sages, là, enfin, j'aurais envie d'aller voter avant-hier. Oui. Parce que c'est ça à quoi j'aspire. Ouais. Alors moi, je vais être moins prudent parce que je suis allé jouer du côté du syndicalisme, donc j'ai été touché, j'ai été confronté à cet espace-là, et j'ai envie de dire, à partir du moment, c'est le concept même de nation, de pays, de frontières qui est incompatible avec ce que tu nous as expliqué sur le sage. Et donc le sage dans les systèmes entre guillemets de gouvernance ou de concertation qui lui correspondent, que t'as pu trouver et identifier. Voilà, il va plutôt être un conseiller, une source d'inspiration, quelqu'un qui va donc le marcheur des mondes, qui va marcher pour son village, et puis pour ramener de l'information aussi, des champs, de l'au-delà. C'est dans ce sens-là, le marcheur des mondes, c'est pour aussi les autres mondes. Il pourrait être un intermédiaire avec d'autres sociétés, d'autres êtres galactiques, pourquoi pas. Et en lisant cette partie-là que j'ai trouvé passionnante, et vraiment je suis super content que tu l'aies écrite parce que c'est vraiment une source d'inspiration, puis qu'elle arrive à la fin, c'est pas rien non plus, quoi. Donc je savais pas la prise de risque et que c'était un choix de t'engager. Je dois être un peu plus immature et fou, mais non, parce que je sais que ça déchaîne les passions, et que ça déchaîne des haines éventuellement quand on n'est pas d'accord. Alors là, c'est terrible. La religion, n'en parlons pas. Mais la politique et la mainmise, le pouvoir sur les autres. Alors, il y a une énorme forme de colossal. Il y a une énorme forme de violence. Il y a très peu de peuples où en fait les gens élus, mais même dans les collectivités locales, où les gens sont vraiment au service de la communauté. On trouve dans les maires de village, on trouve quelques-uns, mais beaucoup sont au service d'eux-mêmes, de leur petite famille ou de leur petit clan local, leur petit potentat, mais vraiment au service de tous. Et ceux qui pensent pas comme eux. C'est ça. Alors ça commence à évoluer. Donc on va avoir un peu des jardiniers qui vont arriver avec des consciences écologiques, des listes citoyennes, et voilà, qui vont être dans la consultation. Donc c'est super. Mais effectivement, moi j'ai pu voir combien de conseils municipaux où en fait le maire lève la main, donne son avis et tout son conseil municipal est d'accord, et jamais pendant les 6 ans de mandat ils vont aller à l'encontre. Donc on est dans une personnalisation du pouvoir, alors que un conseiller municipal vaut 1 point dans un vote, quoi. Alors ça, j'en ai pas trop parlé dedans. Non, c'est moi qui rajoute, Mais même, je vais aller un petit peu plus loin sur cette notion de président. Comment on peut remettre autant de pouvoir dans les mains d'une seule main? Alors, le roi, le calife, etc., il a tous les pouvoirs. C'est incroyable. Le sage, lui, dans son fonctionnement, va fonctionner beaucoup plus par réseau, par conseil, et différents conseils qui vont discuter. La décision n'est pas prise par une personne, mais par une majorité, ou et en affrontant les idées des autres et les visions des autres. Comment s'arroger des responsabilités aussi fortes? On a notre président qui va partout, etc. Et c'est moi je. Mais c'est incroyablement limité et limitant. C'est très noir. On a besoin d'une star pour nous incarner. Et on prend des décisions qui engagent chez nous 70 millions de personnes. Et tout à coup, il prend la parole sur tel ou tel sujet, s'arrogeant le droit de faire ça parce qu'il a été élu. Mais non, c'est tellement plus complexe que ça. On a besoin de fonctionner beaucoup plus dans les communautés, et avec aussi une forme de lenteur, c'est-à-dire qu'on prenne du temps, etc. Et quand il y a des urgences, qu'on fasse des conciles si on veut pour aller vite, mais la décision doit être collective et pas incarnée par une personne. Là, on est dans l'hyper-personnalisation, on a le décret machin, la loi et puis la valorisation de celui qui a inventé, qui a écrit. Les idées sont collectives, laissons-les, rendons-les à
l'ensemble de la collectivité. Ouais. Donc il y a beaucoup trop de personnalisation dans la vie politique, de manière générale. Complètement. Et pas assez de concertation, de laisser la place à chacun. Ouais. Récemment, on est en France. Récemment, on a eu des grands conseils de ceci, des grands conseils de cela. Des consultations. Ah oui, les conseils de citoyens. Pour tel ou tel sujet, des démarches parfaites. Ouais. On sait très bien, ça a été des pare-feux, etc., etc. Ouais. Et derrière, la mise en application, ils étaient obligés de défendre les doléances qui ont complètement disparu. Il y en a qui font des recherches actuellement pour compulser tout ça. Et on n'en a rien fait. Non, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui va faire les gens qui sont sur le chemin du jardinier vont revenir dans le noir, dire ouais, c'est pas normal, etc. Et donc paf, on va avoir le droit à un nouveau tour de manège. Et alors, je vais te donner le mot de la fin, mais vraiment la fin du livre, moi, m'a fait vraiment réfléchir, parce que quand j'étais dans les organisations syndicales, j'ai justement travaillé sur ce qu'était la démocratie délégative. Et à un moment donné, c'est quoi le sujet, qu'est-ce que collectivement on a envie de porter, on y va, on est confronté aux autres visions des autres. Puis des fois, vu le débat, on va décider de voter soit ce qu'on avait prévu, soit contre ce que j'avais prévu en tant que représentant de mon collectif. Ou pour une idée plus qui nous paraît plus intelligente. Voilà, c'est ça. Il y avait la construction du compromis. Et ensuite, on revenait faire un retour de mandat, et puis on disait, désolé, j'ai pas pu faire, j'ai réussi à apporter votre voix, pas de problème, tout s'est bien passé, ça va dans le bon sens. Ou non, désolé, j'ai eu d'autres arguments, on n'avait pas toutes les clés, donc j'ai voté différemment. Et puis à partir de là, on dit, t'as rompu notre confiance. Tu seras plus porteur de mandat. Ou alors, ils disent, ok, très bien, t'as bien fait, t'avais bien compris notre réflexion, donc on n'avait pas cet élément-là non plus. Donc, ce qui fait que ça fait une démocratie plus vivante et plus incarnée. L'idée, on croit, nous, dans notre monde, que l'idée, elle nous appartient, qu'elle est sortie de nous et qu'on en est le porte-drapeau, et on signe en bas, et on fait le tchac. En réalité, les idées, elles sont dans l'éther, elles tournent autour de nous, etc. Et donc, de converger pour essayer de condenser, de cristalliser l'idée la plus mature, la plus aboutie, ça c'est intéressant parce qu'en fait, et du coup de ne pas personnaliser l'idée, de dire, voilà, on est à telle époque de notre société, on a tel défi, quelle est la meilleure réponse collectivement, et de ne pas l'identifier ou l'associer à une identité particulière ou à un ego particulier. Et donc là, je trouve ça génial. Et rien que le fait de discuter permet de cristalliser, de faire descendre. On repart. Évidemment que l'idée la plus mature est beaucoup plus proche de la réalisation qu'avant d'avoir discuté. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Et c'est un endroit de réflexion et d'expérimentation qui est vraiment à explorer. Nos politiques ne veulent pas de la solution. On a plein de solutions qui existent aujourd'hui dans le monde. On parlait un petit peu de l'énergie libre tout à l'heure. Il y a plein de solutions qui existent, mais il y a des personnes qui défendent les solutions et qui les réfutent, qui les refusent. D'ailleurs, quand on voit les intégristes ou les radicaux de telle ou telle religion, de telle obédience, qui vont assassiner des personnes qui sont pour la conciliation ou qui sont pour le rapprochement des peuples, soit en politique, pour le rapprochement des peuples au niveau religieux, pour le rapprochement des peuples au niveau scientifique, etc., et qui ne veulent pas ça parce qu'ils vivent sur la division et sur le chaos, et que la concertation pour eux, ce serait la fin de leur prérogative. Système. Et comme nous sommes beaucoup dans le pouvoir, on a des gens qui refusent encore les grandes sagesses universelles et qui peuvent venir du peuple. Ça, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Ok. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour cette. Je tiens à te remercier pour le temps consacré, pour toutes les explications de ce texte. J'ai continué à comprendre des choses et je pense que je continuerai longtemps à travailler là-dessus. Alors j'ai une question pour terminer. Je sais que c'est pas l'objectif de ton livre. Ça commence mal, hein. Tu commences à flipper. Je te laisse venir, non, pas du tout. Donc c'est un peu sous-entendu sur le sous-titre, le chemin alchimique de l'ego dans la matière. Et si je le positive ce titre-là, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place? C'est ce à quoi t'aspires en écrivant ce livre, en répondant à mes questions? Tu sens ça comment? Un peu comme on en a parlé un petit peu avant.
Je pense que l'humanité tout entière, moi, toi, et puis beaucoup d'autres, sommes sur un seuil de croissance, un moment de passage, un moment clé, comme il y en a eu d'autres et comme il y en aura d'autres sûrement, mais comme une opportunité gigantesque. On est confronté à des défis de dingue, colossaux à tous les niveaux, et c'est soit on s'enfonce dedans, soit on fait un espèce de saut quantique et puis on bascule dans une autre réalité. Donc mon souhait profond, c'est que justement chacun puisse prendre ça en dehors du jugement, se regarder soi-même et comprendre comment on est articulé, d'où on vient et quel est le chemin, et cesse d'être dans le côté mortifère de soi, soit j'abandonne, soit je suis dans le victime, soit je suis dans le bourreau, je profite du monde et de tous mes prérogatives, ou soit j'abandonne tout. Mais comprendre qu'on peut s'alchimiser et regarder l'autre avec un autre regard, etc. Et du coup, créer cette autre humanité auquel on est nombreux à aspirer, ce nouveau monde, qui est un monde qui passe d'abord par une évolution de conscience et un saut vraiment dans la conscience individuelle. C'est à l'échelle d'une humanité tout entière. On a aujourd'hui 7 milliards ou 8 d'incarnés, mais il y en a combien qui sont non incarnés? Elle est de combien notre vague de vie? Donc c'est tout ça, c'est tout cet enjeu-là. Et on sait aussi que l'évolution se fait par des masses critiques, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui prennent conscience, font basculer d'autres personnes. Un sage emmène dans son sillage tout un tas de personnes et ainsi de suite. Et donc, moi, je suis profondément optimiste. Je sais qu'on est actuellement à vivre un temps très sombre, très douloureux, très difficile, mais c'est aussi de nous mettre la tête dans la merde qu'on a créée et de pouvoir en sortir par le haut. Donc c'est vraiment à ça que j'aspire et à ça que je crois. Moi, je mets ma pierre, petite pierre, un petit jardinier qui circule dans le monde. Aucune idée, et c'est peut-être pas le but du jeu. L'important, c'est que moi, dans mon propre processus, ça m'a fait changer, ça m'a fait grandir. Après, si ça permet de faire grandir d'autres, c'est ce que je dis au début, c'est parfait, c'est génial. Mais voilà, chacun est maître de son destin. Bien, merci Jackie pour cette contribution. Merci Jackie pour tes questions. Avec plaisir. Et tes aiguillons. C'était petits aiguillons. On avait dit c'était ok. Gentil. Et puis j'invite toutes les personnes qui ont regardé tous les épisodes vont lire. Je les invite à lire ce livre s'ils l'ont pas encore lu. Après, est-ce qu'on préfère le texte ou la version ou le film? Vous choisissez. Le texte est prêt, le film n'est pas encore là. Et un truc auquel t'as pas prévu, mais je vous invite à faire un petit retour aussi à Jackie de vos lectures. Il a commencé déjà à en avoir et je pense que c'est hyper intéressant. Je l'ai prévu. Ouais. Je l'ai prévu parce que j'ai mis à la fin du livre le site internet sur lequel on trouve le livre. Super. Et en disant aussi, une fois qu'on est sur le site, n'hésitez pas à me renvoyer vos avis et vos retours et ce qui vient et vos états d'être et vos états d'âme, parce que je trouve que c'est intéressant. Ceci dit, je voulais revenir sur une petite chose. Je pense que là, le livre est créé, il est descendu dans la matière, mais il appartient au collectif de l'humanité. Et je pense que plein d'autres humains sont dans la même recherche, reçoivent la même chose en disant, il faut que je grandisse, il faut que je passe au-delà de mon adolescence pour aller trouver autre chose sans perdre mon enfant intérieur. Mais comment je fais pour changer moi-même et trouver une sorte d'équilibre, une sorte d'alchimie entre ce que je suis là du bas et ce que je suis d'en haut. Voilà. Donc je pense que beaucoup sont en résonance avec ce travail qui est en route. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, on mettra le lien. Et à prendre contact avec Jackie si vous le souhaitez. Merci. Ciao. Ciao.